Olivier Douhoun-Guirehe, bonjour. Bonjour. Où en sont les discussions entre votre pays et la République démocratique du Congo en vue d'une signature de la paix à Washington? La paix a déjà été signée le 27 juin à Washington. L'accord de paix a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Il y a eu même les réunions de mise en œuvre qui ont eu lieu, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et aussi le comité conjoint de surveillance. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu aussi des discussions et des décisions sur le cadre économique d'intégration régionale qui a été paraphé et qui sera signé à Washington. Donc, à Washington, les discussions de mise en œuvre se déroulent, il y a des progrès, mais notre problème, comme on le dit toujours, c'est le terrain. C'est le fait que ce qui se passe sur le terrain ne correspond pas à l'esprit de négociation à Washington, puisqu'il y a une violation permanente du cessez-le-feu par l'armée congolaise. Alors vous dites que la paix a déjà été signée, c'est vrai, c'était au mois de juin entre votre homologue congolaise et vous-même, mais depuis les combats ont continué et ce que tout le monde attend, c'est une rencontre à Washington entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Elle aura lieu dans quelques jours, mais ce n'est pas cette rencontre qui doit mettre en œuvre la paix, puisque la paix et le cessez-le-feu ont déjà été signés. Mais le problème, c'est qu'il y a des bombardements quotidiens de la part des avions de chasse et des drones d'attaque de l'armée congolaise, non seulement contre des positions de l'AFC M23, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus grave, contre les villages Banyamulenge, ces Tutsis congolais du Sud Kivu, dans un contexte de montée des discours de haine. Alors ce que disent les autorités congolaises, notamment par la voix de Patrick Mouyaya, c'était sur RFI il y a quelques jours, c'est qu'il n'y aura de véritable paix que quand vous aurez renoncé à vos mesures de défense sur le territoire congolais. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, Patrick Mouyaya devrait lire l'accord de paix de Washington. Il n'y aura de paix que si les FDLR, les génocidaires FDLR, qui sont soutenus, financés par Kinshasa et qui sont même intégrés dans l'armée, sont neutralisés, comme l'exige le CONOPS, le Conseil des opérations, qui a été signé dans le cadre de l'accord de paix de Washington. Et c'est la neutralisation de ces génocidaires FDLR soutenus par Kinshasa qui ouvrira la voie à la levée des mesures en de défense. Les autorités congolaises disent que le désarmement des FDLR a commencé. Ben, on ne le voit pas, sauf si c'est dans une réalité parallèle. Les FDLR sont toujours là. Les FDLR n'ont pas été neutralisés, comme cela est exigé par l'accord de paix de Washington. Il y a eu, il vous souviendra, ce communiqué des FARDC qui a appelé les FDLR à déposer les armes. Et puis après, il y a eu un communiqué des FDLR qui a prétendu qu'ils sont prêts à déposer les armes au camp de la MONUSCO, mais qu'ils s'en ont empêchés par les M23. Et puis récemment, vous avez vu cette interview du porte-parole des FDLR qui a dit qu'ils ne déposeront jamais les armes, qui vont se battre jusqu'au bout. Et donc, les FDLR sont bel et bien présents, ils sont toujours soutenus par Kinshasa, et ce qu'on demande, c'est qu'ils soient neutralisés comme l'exige l'accord de paix de Washington. Alors, n'est-il pas prévu des opérations conjointes de neutralisation des FDLR? Il y a des discussions du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Il y a eu 4 réunions jusqu'à présent, et donc ils sont en train de discuter des phases qui doivent être mises en place pour la neutralisation des FDLR. Donc les discussions continuent, mais jusqu'à présent, les FDLR ne sont pas encore neutralisés. On espère que cela se fera comme l'exige l'accord qu'on a signé. Et c'est pour quand le début de ces opérations conjointes? Les discussions continuent. Il y a des équipes techniques qui discutent à Washington, et donc on espère que ça va avancer, mais de toute façon, rien ne se fera sans qu'il y ait la bonne foi et la volonté politique de Kinshasa sur cette question des FDLR, puisque on en parle depuis longtemps, mais à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours intégrés dans l'armée congolaise, sont toujours soutenus par Kinshasa. Mais franchement, monsieur le ministre, la cartographie du déploiement des FDLR par les autorités congolaises, c'est pas la preuve que celles-ci sont de bonne foi? Qu'entendez-vous par cartographie? Les autorités congolaises disent qu'elles ont cartographié les points de rassemblement des rebelles Hutus rwandais FDLR sur leur territoire. Est-ce que ce n'est pas la preuve que ces autorités sont de bonne foi? Mais l'accord de paix de Washington parle de neutralisation. Neutralisation des FDLR. C'est ce qui doit se passer. Ce n'est pas une cartographie, ce ne sont pas des communiqués, des appels à déposer les armes. C'est la neutralisation effective des FDLR. Et jusqu'à présent, on ne voit pas de neutralisation
neutralisation de ces génocidaires FDLR depuis le 27 juin qu'on a signé cet accord. Ça fait plus de 5 mois. Et si demain, la neutralisation commence réellement, est-ce que vous vous engagez à renoncer aux mesures de défense que vous avez prises sur le territoire congolais? Mais c'est dans l'accord de paix de Washington. L'aspect sécuritaire parle de neutralisation des FDLR et de levée de mesures rwandaises de défense. Donc tout ça est dans l'accord de paix de Washington. Donc si les FDLR sont neutralisés, le Rwanda va lever ses mesures de défense. Et ce serait l'affaire de quelques jours, de quelques semaines? Cela pourrait permettre un accord définitif d'ici Noël? Je ne sais pas, il y a un chronogramme qui est dans le CONOPS, les 90 jours, mais de toute façon, il faut toujours la volonté politique à neutraliser ces FDLR et puis on va voir, bien sûr, quand et comment ça se fera. Mais sans volonté politique, rien ne se fera. Monsieur le ministre, vous savez le drame humanitaire que vivent des centaines de milliers de Congolais dans l'est de leur pays. À quand la réouverture de l'aéroport de Goma, au moins pour des vols humanitaires? Cette question a déjà été discutée à Paris et vous avez remarqué que le 15 novembre, il y a eu l'accord cadre de Doha signé entre le gouvernement congolais et la FCM23. Et l'un des protocoles qui doit être négocié, c'est un protocole sur l'accès humanitaire. Un accès sans entrave, mais un accès sûr. Et donc, cette question devra être discutée par les deux parties de Doha. Et puis, il y a aussi la question sécuritaire qui est importante, puisque quand on parle d'accès humanitaire, il faut comprendre que cet accès doit se faire, bien sûr, dans des conditions sécuritaires qui sont propices, puisque à l'heure où on vous parle, il y a des bombardements quotidiens de l'armée congolaise, des avions de chasse et des drones d'attaque contre les autorités de fait à qui on demande la réouverture de l'aéroport. Donc, il faut insister sur le respect absolu de cessez-le-feu, ce qui va bien sûr faciliter l'ouverture de corridors humanitaires. Et en attendant cette réouverture de l'aéroport de Goma, est-ce que vous accepteriez que la ville rwandaise de Rubavu, qui est tout à côté de la ville de Goma, serve de hub humanitaire? Ce n'est pas une question qu'on accepte ou pas, puisque depuis la chute de Goma, le Rwanda a ouvert ses frontières. On a accueilli des réfugiés congolais, on a accueilli les FARDC, on a accueilli des mercenaires romains, on a accueilli tout le monde et on facilite autant que faire se peut l'accès humanitaire aux populations qui sont dans le besoin. Et puis aussi il y a la MONUSCO qui a comme base arrière l'aéroport d'Entebbe. Et donc tout cela montre que des alternatives humanitaires existent, mais de toute façon même les questions relatives à cet aéroport de Goma peuvent être négociées dans le cadre donc de Doha qui contient un volet humanitaire. Le Togo vient d'annoncer la tenue d'une réunion de haut niveau. Ce sera le 16 janvier prochain. Ce sera sur la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette initiative? On a reçu l'invitation, je pense que c'est plutôt le 17 janvier. On a reçu cette invitation. On va discuter avec la partie togolaise pour voir exactement ce qui est attendu de nous, mais de toute façon, le Rwanda va y participer. Toute discussion, toute réunion qui parle de la paix dans notre région est la bienvenue. Pendant ce sommet Afrique-Europe de Luanda, la ministre congolaise des Affaires étrangères a demandé à l'Union européenne d'adopter de nouvelles sanctions contre votre pays. Quelle est votre réaction? Oui, ma collègue Thérèse Kayikwamba Wagner ne fait que ça depuis février. Elle demande toujours des sanctions contre le Rwanda, mais maintenant, on est fin novembre, un accord de paix est passé par là. C'est quand même assez curieux que ma collègue congolaise demande des sanctions contre un pays avec qui on a signé un accord de paix. J'étais avec elle le 27 juin pour signer cet accord. Au lieu de mettre en œuvre cet accord, elle demande toujours des sanctions contre le Rwanda. Et puis, s'il y a des sanctions à demander, pourquoi ne demanderait-on pas des sanctions contre ceux qui affament des populations banyamulenge, ceux qui bombardent ces populations, ceux qui collaborent avec un mouvement génocidaire et ceux qui répandent des discours de haine à travers les groupes Ozolendo qu'on a créés. Donc, à jouer à ce petit jeu de sanctions, je pense qu'on n'en sortirait pas. Il y a des accords qu'on a signés, à la RDC de les mettre en œuvre au lieu d'aller partout sans arrêt demander des sanctions. Monsieur le ministre, merci. Merci.